depuis le mois d'avril dernier. Alors, on peut se dire que c'est un peu récent, mais en même temps, en France, c'est officiellement créé depuis avril dernier. Donc voilà, quelque part, je suis cofondateur. Hein, c'est me donner beaucoup d'importance, mais tant qu'à faire, autant en profiter d'être dans un grand amphithéâtre sur Musset. Donc on m'a proposé de présenter Extinction Rébellion, et puis ça tombe bien parce qu'on a eu pas mal d'actualités la semaine dernière, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est, juste pour avoir une toute petite idée de l'auditoire que j'ai en face de moi, qui n'a jamais entendu parler, on pourrait faire à l'inverse, ça donne plus confiance, qui a déjà entendu parler d'Extinction Rébellion. Ok, qui sent qu'il connaît bien, enfin qui connaît Extinction Rébellion, pas seulement je l'ai déjà entendu une fois, mais ouais je connais, je vois le délire. Moins de monde, bon, ça va rendre mon truc un peu moins absurde. Bon, ok, d'accord, c'est cool, on est en famille, on va pouvoir avancer. Du coup, je vais vous présenter Extinction Rébellion quand même, et d'abord, je vous propose qu'on se mette tous d'accord sur le premier terme, extinction. Pourquoi voilà, la première fois que j'en ai parlé au bureau, à des gens plutôt sensibilisés à l'environnement, j'ai évoqué le terme d'extinction, rébellion, et là d'emblée, j'ai ma collègue que j'aime beaucoup de parcours qui a commencé à rôder en mode extinction, vous qui vous prenez, nanana. Bon, je l'ai un peu mal pris depuis, j'en parle plus. Mais là, on m'a proposé d'en parler, donc je vais en profiter. Du coup, pourquoi qu'on cause d'extinction Petit constat. Ouais, je vais revenir à la phase de base. Voilà, mais histoire de bien s'assurer que dans la salle, tout le monde est bien d'écart là-dessus. Depuis l'ère industrielle, sur lesquelles c'est la base des calculs des températures qu'on dit plus 1 degré, plus 5 degrés, c'est toujours 1900, en gros, un peu avant, pardon, du 19e siècle, on a commencé à balancer plein de CO2 dans l'atmosphère. On est déjà au niveau de la planète en moyenne à plus 1,1 degré. Nord, sud, océan, terre émergée, en moyenne plus 1,1 degré, ça c'est déjà une donnée. On est à plus 2 degrés dans le sud-est de la France, parce que plus 1,1 c'est une moyenne. Donc on est déjà à plus 2 degrés au niveau de la France. À Lyon, c'est déjà plus 2 degrés qu'au 19e siècle. Les accords de Paris en 2015, donc la COP21, quand tous les États du monde se sont rassemblés avec des confettis, des Ferrero Rocher et François Hollande en maître d'œuvre, ils se sont mis d'accord, officiellement pour limiter l'augmentation des températures à plus 2 degrés. Sauf que chaque État a dû prendre des engagements pour soi-même. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je m'engage à faire ci, faire ça pour la planète. En fait, si on cumule les engagements de chaque État, et si on prolonge la courbe, si effectivement on s'y tient tous là-dessus, ça fait plus 3,5 degrés à la fin de la planète. À la fin, je dis là-dessus, à la fin du siècle. Or, pour l'instant, il n'y a que 8 pays qui ont respecté leurs engagements depuis 2015. Et vous vous en doutez, c'est ni les États-Unis, clairement pas, mais ni la France non plus, ni l'Angleterre, ni le Japon, ni la Chine, ni. Voilà. Donc, aucun État qui compte à ce niveau-là. Donc, a priori, pour les 3,5 degrés, si on continue comme ça, c'est bon. Du coup, on pourrait tout à fait se retrouver sur du plus 5 degrés en 2100. Hypothèse relativement raisonnable. Et là, il y a un truc. Il faut se rendre compte de ce que c'est plus 5 degrés. J'aimerais bien qu'ici, dans la salle, tout le monde ait bien conscience que c'est plus 5 degrés. Au pire, plus 5 degrés, on peut se dire, bon, il n'y aura pas de neige, il n'y aura plus de neige à Noël, dommage. Et puis en été, puis au printemps, on va pouvoir enlever les pulls plus tôt, c'est cool. Et puis l'été, bon, ça va être un peu compliqué, moi je supporte pas la chaleur, ok. Est-ce que vous avez une idée, et je suis sûr qu'il y en a qui en ont, mais est-ce que vous savez, la dernière ère glaciaire, à l'époque où 2 tiers de l'Europe étaient sous les glaces, 2 tiers de l'Europe sous les glaces, il y a 10 000 ans. Est-ce que vous avez une époque par rapport à l'ère industrielle, combien de degrés en moins c'était ce truc-là? Il y a quelqu'un qui sait dans la salle, je suis sûr qu'il y en a qui savent. Par rapport à l'ère pré-industrielle, combien c'était en moins? Donc on est 2 tiers de l'Europe sous les glaces. Combien? Moins 4. Quelqu'un qui sait? C'était moins 5 degrés. Il faut avoir cette échelle-là en tête. À moins 5 degrés, c'est 2 tiers d'Europe sous les glaces. À plus 5 degrés, sachant que c'est relativement raisonnable, si on continue comme ça, imaginez le dérèglement fondamental de tous les équilibres biologiques, géologiques, naturels, biodiversité à tout niveau, le dérèglement monstrueux que ça peut être. Il faut avoir ça en tête. Et du coup,
Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce bout de graphique, le reste arrive tout à l'heure. C'est la biosphère qu'on connaît actuellement. Une étude dans Science Advances en 2015. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures. Ce qui leur faisait conclure que nous entrons dans la 6e grande extinction de masse. Les extinctions d'espèces, il y en a toujours eu, mais à cette vitesse, on n'a jamais vu ça depuis un paquet de temps. La deuxième citation, ça vient carrément d'un rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC sur les questions de biodiversité. Et que dit l'équivalent du GIEC sur les questions de biodiversité? Que le rythme des espèces est désormais jusqu'à plusieurs centaines de fois plus rapide que la moyenne des 100 millions d'années qui viennent de s'écouler. Ce qui fait dire, ah bah le monde aussi, qu'on est peut-être déjà, c'est pas on va, c'est pas nos enfants, nos petits-enfants, c'est qu'on est déjà peut-être entré dans la 6e extinction des espèces de masse. Et juste pour vous donner une petite illustration, bon, elle n'est pas folle, hein, vous allez voir, c'est pas très joli, mais déclin des populations des vertébrés sur la planète depuis 45 ans. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, je l'ai scanné sur un bouquin hier. On ne voit pas très bien. En gros, ça c'est 1970, 2014. Donc ça fait juste en 45 ans. Moins 36% des vertébrés dans le monde marin, 38% sur le monde terrestre et 81% de disparition des individus vertébrés dans l'eau douce. Ce qui fait en moyenne presque 60% de disparition depuis 1970. C'est des chiffres complètement délirants. Et je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez une idée, mais je pense que ça vaut le coup de se redire qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement, c'est pas des 5, 10, 15, 20%. C'est des chiffres comme ça. C'est des chiffres délirants. Ouais. C'est un déclin individu ou d'espèces? Individu. Effectivement, là on n'est pas sur le nombre d'espèces, on est sur le nombre d'individus, effectivement. Parce que là on serait déjà quasi... Non, c'est le nombre d'individus, effectivement. Et c'est particulièrement marquant dans l'hémisphère sud, en fait. En Europe, on est aux alentours de 20%, ce qui est déjà énorme. En Amérique du Sud, on est à 91%, j'ai vu le chiffre hier. 91% de disparition des individus. Enfin, je pense que le fait qu'on ait flingué la forêt, ça a un petit rôle là-dedans. Bref, ce qui fait conclure un type qui s'appelle Pablo Servigne et que vous avez déjà peut-être entendu le nom, qui, lors de la déclaration d'extinction rébellion à Paris, en avril dernier, déclarait, c'était sa première phrase quand il a pris la parole, c'était qu'il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère, et que l'un ou l'autre doit mourir. Perso, je préfère la biosphère. Voilà pourquoi on s'appelle extinction rébellion, et ça vaut le coup de se le rappeler. Et c'est pour ça qu'il est peut-être temps de se rebeller. Du coup, ça reprend un peu ce que tu as montré tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas m'éterniser, et je crois que c'est tiré de la même étude de Carbon 4, ou Shift Project, je ne sais plus. Bref, en gros, ça c'est ce qu'on produit par CO2 actuellement par personne en France, enfin, en moyenne. Ça, c'est les objectifs de Paris, c'est ce qu'on est censé atteindre. Bon, le gap, il est fat. Et on n'arrête pas de nous parler des éco-gestes, faut économiser l'eau, économiser l'électricité, etc. Bon. Ils ont calculé si tout le monde changeait ses comportements individuels de façon réaliste, pas de façon héroïque, ils ont fait le calcul aussi de façon héroïque, mais de façon réaliste. C'est-à-dire on se met tous à acheter d'occasion air conditionné, on consomme tous local, on fait tous des trajets courts en vélo, de covoiturage, moins d'avions, régime flexitarien, etc. On n'est même pas végétarien, on n'a même pas dit on balance les bagnoles, on n'a même pas dit on prend plus l'avion. Mais voilà, changement réaliste. 60 millions de personnes. Déjà, si on s'y met tous, 60 millions, ça fait que 10% de notre objectif. On est super loin du compte. Et si en plus on investit les uns les autres, par exemple en changeant notre chaudière, rénovation thermique des bâtiments, etc. Donc on y met vraiment du pognon, on met plusieurs milliers d'euros chacun là-dedans. Bon, au total, on est en un quart de nos objectifs. On est loin. On est vraiment loin. Alors c'est bien, il faut le faire. Clairement, il faut qu'on y aille tous comme des fous. Mais on est encore loin de l'objectif. Par contre, tout ce qui est transformation systémique, c'est le reste, c'est le gap.
c'est le delta, et c'est décarbonisation de l'industrie, de l'agriculture, du fret de marchandises, services publics, chaleur, gaz, électricité, etc. Et ça, je ne sais pas pour vous, moi je ne peux pas le faire seul. Et je pense que là, nous, si on veut décarboner l'industrie, ben, on va pouvoir se lever bientôt le matin. En tout cas, ça ne dépend pas de nous, c'est des choix politiques, et c'est des choix des industriels. Donc, les éco-gestes, tout ça, très bien, fabuleux. En plus, ça va nous habituer à vivre un peu plus chichement, parce qu'à un moment donné, on va devoir vivre un peu plus chichement, donc ça va nous habituer, c'est très bien. Puis en plus, le vélo, c'est plus sympa que la bagnole, mais ça ne va pas suffire. Donc, on a un problème collectif. Et quand on a un problème collectif, bon, on a inventé un truc génial pour régler les trucs collectifs, ça s'appelle la politique. Truc collectif, c'est de la politique. Du coup, on a 3 modes, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà, j'en ai identifié 3 principales. Bon, les élections. Une élection, tous les 5 ans, les gouvernements font à peu près la même chose, de droite, comme de droite, de gauche, bref. Voilà, tous les 5 ans, on va ramer un bon petit moment avant que des gens qui tiennent le discours que je viens de vous tenir là, qui est en gros le discours des scientifiques, arrivent à gagner 50% plus une voix dans ce pays. Voilà, c'est pas de mal à veille, ce serait cool, mais bon, moi je suis un peu pressé là, perso, j'ai vu les courbes, j'aimerais bien que ça aille un poil plus vite. Bon, du coup, il y a eu les marches climat. Face à ce constat-là, les élections, ça ne marche pas, il y a eu les marches climat. Alors, super, je ne sais pas si vous... Il y a des... Qui était dans les marches climat là, ouais. Il y a plein de monde, c'est super, mais vraiment entre amis. Voilà, très bien les marches climat, c'était cool. Enfin, moi, je trouvais ça super, franchement. Il y a eu, notamment celle de l'année dernière, en octobre, novembre, décembre, il y avait vraiment du monde. C'était chouette, il y avait de la ferveur, de l'énergie, il y avait Vincent Verza qui faisait l'animation, c'était cool. Mais bon, manifestement, Macron & Co, ça prend du temps, ça continue à greenwasher à fond. Voilà, donc manifestement, ça suffit pas. C'est cool, mais ça suffit pas. Du coup, bah, il y a la désobéissance civile. C'est une des solutions, et c'est celle d'extinction rebellion. La désobéissance civile, c'est l'idée que face à l'inaction des politiques, et face au fait que les règles sont illégitimes, les règles qui fait que par exemple on peut polluer, mais alors comme des porcs et être accueilli CAC 40, youblaboum c'est cool, en fait cette règle elle ne devrait pas exister. Elle devrait pas, ça devrait être illégal que de polluer comme ça, que de prendre des décisions politiques et industrielles qui polluent et qui nous amènent dans un mur tel que celui-là. Du coup, si la règle est illégitime, eh ben on va s'opposer et on va la violer ostensiblement à visage découvert. C'est ça de la désobéissance civile. On va volontairement violer la loi, enfreindre la loi, pour attirer le regard des politiques et des médias et des citoyens en général sur notre combat. C'est ça l'idée. Et on va le faire d'une façon massive. Parce que si moi je vais avec 3 de mes potes, je sais pas moi, me mettre au milieu d'un carrefour et bloquer les bagnoles, déjà je prends un risque pour ma vie, et puis je vais juste me faire dégager par les flics et basta, quoi, si on est 3. L'idée c'est de le faire de façon massive, qu'on soit très nombreux. Qu'on soit très très nombreux. Et il y a même quelqu'un qui a calculé combien de gens il faudrait pour faire bouger le gouvernement. Ce qu'on appelle la loi des 3,5%, qui a été théorisée par une chercheuse américaine, une sociologue, qui s'appelle Maria Stephan, et qui a fait une grande étude sur tous les mouvements politiques du XXe et du début du XXIe siècle, tous les mouvements politiques, violents et non violents, qui ont abouti ou non, et à l'échelle de la planète. C'est une espèce d'énorme étude. Et elle a trouvé pas mal de résultats intéressants, et notamment un, qui était que tous les mouvements non violents, de désobéissance civile ou autre, mais tous les mouvements non violents qui ont réussi à attirer à eux 3,5% d'une population de manière durable et soutenue, ont gagné. Tous. Il ne faut pas aller contre, c'est trop fort, c'est une énorme vague. Voilà, tu es en gouvernement, tu vois la vague arriver, bah, tu te baisses et puis tu mets les brassards. Voilà, c'est la loi du 3,5%, elle a fait un TEDx là-dessus que je vous recommande vivement. Cherchez Maria Stephan, TEDx, c'est assez passionnant, ces recherches. Et voilà, donc notre objectif d'Extinction Rebellion, c'est d'organiser un mouvement de désobéissance civile de masse, en rassemblant jusqu'à 3,5% de la population. Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Mais l'idée, c'est que la désobéissance civile, ça a ça de vachement cool, que c'est pas violent. Et que du coup, bah, n'importe qui peut y participer. Ma grand-mère peut y participer.
Même en gosse peut y participer. L'utilisation des enfants, c'est une question. Mais n'importe qui peut participer à ça. Il suffit, par exemple, si vous voulez bloquer un truc, vous voulez bloquer un pont, il suffit de vous asseoir sur un pont, de vous mettre bras à bras et jambe à jambe avec vos collègues. Il suffit que vous soyez 200. Pour vous déloger, ça va mettre du temps déjà, parce que c'est très difficile de virer quelqu'un qui fait le mort comme ça. Et puis on ne peut pas vous taper dessus. Parce que si on vous tape dessus, médiatiquement, c'est dégueulasse l'image que ça donne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu, vous avez entendu parler du pont de Sully en juillet dernier, par exemple, il y en a que oui. Qu'est-ce qui s'est passé au pont de Sully? Des militants d'Extinction Rébellion se sont assis sur le pont pour le bloquer, pour faire du bruit sur le mouvement et sur les causes qu'on défend. Et les flics sont arrivés, et notamment certains, les ont gazés à bout portant. Je dis à bout portant, c'est ça, les ont gazés à bout portant. Et là, tollé, les journalistes se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même Castaner a dit, le ministre de l'Intérieur, chef de la police, j'ouvre une enquête, la porte-parole du gouvernement a dit, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire et tout. Alors que ça fait quand même, depuis novembre dernier, qu'il y a des mains arrachées et des yeux explosés qui se baladent sur les centres-villes de toutes les villes de France tous les samedis, ça s'appelle les Gilets jaunes. C'est des centaines de personnes qui se sont fait borgner, arracher. Et enfin, la création de l'Assemblée citoyenne, qui serait chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable. Parce que fin du monde et fin du mois, même combat. Ce qui s'est passé l'année dernière quand ils ont créé la taxe carbone, en admettant que c'était pour des raisons environnementales, ça a mis du coup les gilets jaunes dans la rue, des gens qui n'avaient pas le choix de prendre leur bagnole, alors que le kérosène n'était pas taxé. Et donc, oui, les pauvres gens qui ont besoin de prendre leur bagnole pour aller payer leur compte, ils sont obligés de prendre leur bagnole. Alors que celui qui va au Bahamas juste pour le week-end, qui en général fait plutôt les classes aisées, elle avait le choix de ne pas prendre la bagnole. Mais le kérosène n'est pas taxé. Ce qui est complètement injuste socialement. Donc l'idée, c'est que de créer des assemblées citoyennes qui, eux, décideraient de comment on change le système économique de façon juste pour chacun. Et sans oublier juste l'immense majorité de la population que ça change. Donc voilà, Extinction Rébellion, c'est ces quatre revendications. Et c'est les mêmes au niveau mondial. Alors, j'imagine que du coup, il y en a un paquet qui a entendu parler de ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. Ouais. Ce qu'on appelle la Réunion internationale d'octobre, qui s'est coordonnée au niveau mondial, dans pas mal de villes du monde. À Paris, c'était notre première grande action au niveau national. Donc, il y avait aussi en ballon d'essai qu'on a lancé, on s'est testé, on n'a pas tout réussi, on a une bonne équipe derrière, c'est très bien, on progresse et c'est parfait. Mais en tout cas, pour vous dire juste rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y a 2 week-ends. Le samedi, on a bloqué un centre commercial Italie 2, donc Paris 13e, toute une journée. Et il n'y avait pas que nous, il y avait quelques gilets jaunes, collectifs Justice pour Adama et d'autres, un bloqué un centre commercial. Parce que temple du capitalisme, de la consommation, etc. Des questions commerciaux, comme social, et au bout d'un moment, les filles ont essayé de rentrer, ils n'ont pas réussi, ils sont partis. Parce que c'est plutôt cool. Et du coup, on est parti de nous-mêmes, tranquillement, petit matin. Après, il y a eu l'occupation de la place du Châtelet toute la semaine. La place du Châtelet, il y a Paris central à Paris, avec notamment le pont qui va sur l'île de la Cité, et avec la préfecture de Paris à 50 mètres. La préfecture de police de Paris à 50 mètres. On a bloqué cette place là, pendant une semaine, on vit des choses sur la place, avec des agoras, des lieux de formation, des lieux de fête également, enfin voilà, tout en lieu de vie qui a été occupé pour faire du bruit là-dessus. Voilà. Et enfin, ça s'est terminé par une occupation qui est un peu foirée, entrée un blocage de l'Assemblée nationale devant l'Assemblée nationale. On a eu des petits pépins logistiques, finalement, on s'est fait lasser sur le pont juste devant l'Assemblée nationale, donc on s'est plus fait bloquer nous que nous on a bloqué le pont. Voilà, en tout cas, on a testé des trucs. On a testé des trucs, on a inventé, on a créé, on s'est rencontrés les uns les autres, tout le monde s'est formé, y compris les coordinateurs, et voilà, et tout en sachant qu'il se faisait la même chose à Berlin, à Londres, et ça a duré une semaine, et c'était assez intéressant. Et l'idée, c'est d'en faire d'autres, parce que chaque fois qu'on fait des actions comme ça, on a plus de monde qui nous rejoint. Et j'en parlerai après, mais chaque fois qu'on fait une action comme ça, à Lyon, toutes les semaines on accueille du monde, toutes les semaines en
lors d'actions comme ça, la semaine dernière, pendant la Rio, il y a eu plus de 50 personnes qui se sont pointées lors d'un apéro d'accueil. Toutes les semaines, ça commence à faire du monde. En plus des 4 revendications d'extinction rébellion, on a 10 principes. Je vous propose de les lire avec moi. Nous partageons une vision du changement. C'est-à-dire tout ce que je vous racontais d'être d'accord, on est globalement tous à peu près d'accord sur la planète. On ajuste notre mission à la mesure de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, ce qui est nécessaire, c'est des actions radicales, très fortes, parce que l'enjeu est radical, et donc on y va dans ce sens. On a besoin d'une culture régénératrice, parce que, mine de rien, c'est pas facile d'être violent. Contrairement à ce que pourra raconter certains en ce moment sur Internet, c'est pas facile de rester assis en train de poivre dessus, en faisant taper sur la gueule et en chantant des chansons de Lily. C'est pas facile. Et du coup, on développe une culture régénératrice, alors le terme est un peu coûteux, mais l'idée c'est de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de soi, de prendre soin des uns des autres. Et pour ça, c'est de changer un peu notre rapport à soi et notre rapport à l'autre. On se remet nous-mêmes en question, du coup, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, clairement, parce qu'on a eu plein de critiques que vous faites la semaine dernière, et c'est très bien, on n'a pas attendu les gens pour faire des critiques que vous voulez faire nous en interne, donc on se remet en question, c'est très bien. On valorise la réflexion et l'apprentissage en interne. On accueille chaque personne, j'insiste en tout point sur ce truc-là, on accueille tout le monde. On est un mouvement qui se veut extrêmement inclusif envers toutes les minorités d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et on s'assure que chacun puisse avoir la parole. Typiquement, on voit bien que dans un monde où les femmes ont encore du mal à prendre la parole au public, potentiellement c'est plutôt les mecs qui prennent comme ça. Et quand on se développe pour tout ça, globalement, quand même aussi les femmes qui prennent la parole. Et ce que je dis des femmes, c'est vrai aussi des minorités sociales, de tout ça. Donc c'est vachement important d'accueillir n'importe qui, et y compris surtout les personnes qui n'ont pas passé militant. L'immense majorité des gens qui sont dans la rébellion, toujours à des mots qui suivent, qui n'ont pas passé militant. Il y en a qui en ont. Moi, c'est mon cas, et pas tout le monde. Voilà, donc on accueille vraiment n'importe qui, c'est très inclusif et très accueillant. On limite délibérément les rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de personne qui dirige. Il y a juste une personne, un beau jour, qui a levé la main pour dire tiens, cette action, je veux bien la coordonner, et ben vas-y Django, forme-toi, et voilà, et on s'auto-forme tout sur tout ce qu'on fait. On ne tient pas de discours moralisateur ou culpabilisant. Genre, ah merde, la batterie des déchets, c'est pas bien, gna. C'est pas facile parce que ces déchets, à un moment donné, j'ai pas la bonne poubelle, et puis j'ai dépressé, et puis j'ai pas le temps. Voilà. On peut entendre aussi, je suis pas du tout parfait, moi. Personne n'est parfait dans cette histoire. Donc voilà, on culpabilise personne. On est non violent, je l'ai déjà dit, on le redit. Notre mouvement est fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation. C'est-à-dire que si vous avez une idée qui correspond au cahier de serre et que vous voulez la développer, allez-y. Et enfin, voilà, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Ce qui fait que toutes les personnes qui suivent ces principes et valeurs essentielles peuvent agir au nom d'exception rébellion. Vous n'avez pas besoin de demander l'aval de qui que ce soit. Si vous respectez ces principes-là et les 4 indications avant, n'importe qui peut agir et peut se déclarer exception rébellion et agir en son nom. Ce qui fait que c'est un espace de créativité énorme. Vous venez dans une réunion, vous avez une idée, il suffit qu'il y ait des gens qui viennent avec vous, tout ça part. On peut débattre, on peut dire s'il y a la haut. Mais en tout cas, quand ça respecte ça, globalement, c'est plutôt enthousiasmant ce qui laisse la créativité de chacun s'exprimer. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur l'extinction rébellion. Et on peut vous dire que toutes les semaines, il y a des apéros d'accueil qui sont faits. Voilà, des temps où on vous explique un peu plus en détail encore, vous pouvez plus poser des questions sur ce que c'est qu'extinction rébellion. Vous pouvez rencontrer les gens, pas simplement devant nous. Et puis dans un cadre plutôt chaleureux, ça on appelle ça l'apéro d'accueil. Cette semaine, c'est à 19h, c'est demain. Voilà, c'est sur le lieu. C'est Place Mazagran, je ne sais pas si vous connaissez. C'est. Enfin, vous cherchez. Le circuit, la place où il y a le bar, le circuit. C'est pas dans un bar, c'est dans le parc, a priori. Enfin, normalement, demain, il fait beau. Donc, nous ne serons pas sous la pluie. C'est un 7ème un peu en dessous de la grille. La tramway, c'est ça. Tram T1, 52.